Bonjour à tous, les décideurs de l'innovation ont rendez-vous à la mairie de Paris. C'est l'auguste bâtiment qui se trouve derrière moi, que vous reconnaissez sans doute, parce qu'une mairie, comme d'autres entreprises, se pose la question de l'innovation. Comment rentrer de plein pied dans le XXIe siècle est une administration moderne. Il y a un responsable de ces questions, c'est Jean-Louis Missical, nous a reçus dans les locaux majestueux, vous allez le voir, de la mairie de Paris. Jean-Louis Missical, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ce cadre majestueux. On est où ici? Vous êtes à la mairie de Paris dans le salon des arcades ou des colonnes, qui est un des grands salons de réception de la mairie. 19e siècle, hein, oui. On voit ce lieu chargé d'histoire. Et oui. Pourtant, on va parler d'innovation avec vous, puisque vous êtes l'adjoint au maire de Bertrand Delanoë, en charge de l'innovation, des universités et de la recherche. On va parler de l'innovation au sein de l'institution qu'est la mairie de Paris. Comment est-ce qu'on fait bouger cette maison? On a vu que voilà, il y avait un temps qui était peut-être différent. Comment est-ce que finalement on concilie ce passé, ces dorures, avec un monde numérique, moderne, green, social qui bouge? Qu'est-ce que vous essayez, comment est-ce que vous avez fait au cours de ces 3 ans? D'abord, je voudrais vous faire remarquer que l'innovation a aussi une histoire, et que cette histoire de l'innovation est directement liée à la ville de Paris. Je veux dire, je vais vous donner... La ville lumière. La ville lumière, mais pas seulement. Je veux dire, le premier cluster scientifique de la planète, avec la création de la Sorbonne au XIIIe siècle. Alors bien évidemment, c'est un anachronisme et un abus de langage de dire cluster, mais enfin, il est clair que aussi bien le principe que la connaissance sert à faire grandir et embellir une ville, mais également l'idée que c'est à travers la connaissance, le savoir, que le développement économique, le développement personnel, le développement culturel peuvent se déployer. Tout cela est né pas seulement à Paris, mais aussi à Paris. Deuxième exemple, lorsque le baron Haussmann fait les égouts visitables, il est clair qu'il n'a pas pensé pour cause au fait que ça va être un formidable moyen d'installer la fibre optique à Paris au XXIe siècle. Ouais. Voilà. Et donc vous voyez bien que l'innovation du XIXe siècle est une condition d'innovation du XXIe siècle. Toutes les grandes expositions universelles, la Tour Eiffel, je veux dire l'architecture métallique française, enfin, je veux dire beaucoup de choses se sont déployées du point de vue de l'innovation dans une ville comme Paris, et également, ce qui est très important, la conjonction des talents, c'est-à-dire le fait que les talents artistiques, les talents universitaires et les talents entrepreneuriaux peuvent se concentrer et se condenser dans une ville comme Paris. On a l'impression que malgré tout, qu'en France, à Paris, on vit justement des gloires passées, on se remémore en effet nos faits d'armes anciens et qu'on devient un peu un musée vis-à-vis de la planète, des bons restaurants, des belles boutiques de mode. Oui, vous savez, c'est vraiment une impression, et c'est une impression fausse. D'abord, il faut savoir que Paris, certes, attire parce que c'est une ville magnifique, avec d'excellents restaurants, des musées, mais d'abord, le tourisme d'affaires est le principal levier touristique de cette ville, et c'est une capitale mondiale du point de vue du tourisme d'affaires. Ensuite, il y a des choses qu'on ignore, par exemple que nous sommes une des capitales mondiales du logiciel libre, de l'open source. Nous sommes à peu près à égalité avec la Californie de ce point de vue-là. Nous sommes en Europe le lieu où il y a le plus de web designers et de développeurs. Donc ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a des choses qui bougent. Alors on va voir un peu ce qui bouge après, mais déjà, qu'est-ce qui bouge au sein de votre institution? Comment est-ce qu'on fait bouger l'administration? C'est aussi un défi en termes d'innovation. Cette administration est beaucoup plus flexible qu'elle en a l'air. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fixé des objectifs, que le cap est fixé par le maire de Paris notamment, la campagne de 2008 a eu lieu, vous savez, sur le milliard pour l'innovation et la recherche. Nous avons fixé des objectifs à la fois quantitatifs et qualitatifs en matière d'investissement, aussi bien sur université, recherche que sur innovation. Par exemple, les 100 000 m²
de pépinières et d'incubateurs d'ici la fin de la mandature. Quand vous fixez ces objectifs, que les objectifs sont clairement définis, alors l'administration se met en route et à ce moment-là, je peux vous dire que c'est quand même une belle machine. Ça marche bien, ça fonctionne, il y a des gens compétents et ça avance. Il faut qu'on donne l'exemple aussi, c'est-à-dire le contact avec les citoyens dans les mairies, par exemple, doit être plus peut-être numérique. Oui, bien sûr, on a quelques objectifs très très concrets durant la mandature de ce qu'on appelle e-government, mais plus simplement dire de services Internet pour les citoyens. Ouais. Notamment, il y a un projet qui s'appelle Facile Famille, qui est en cours de déploiement et qui sera terminé d'ici la fin de la mandature et qui permet aux familles parisiennes de gérer d'une seule façon, sur un seul compte, l'ensemble des activités de leurs enfants, que ce soit la cantine scolaire, l'inscription au conservatoire, l'inscription aux activités sportives, la piscine, etc. etc. Donc on commence déjà... Voilà, la e-administration. On a lancé un appel à projet qui a eu beaucoup de succès, là, qui vient d'être clôturé, qui s'appelle le mobilier urbain intelligent. 50 propositions, et donc on va expérimenter dans toute la ville. On est en train de faire de cette ville ce qu'on appelle un living lab, un laboratoire d'expérimentation. On va expérimenter dans toute la ville ces propositions de designers, de grandes entreprises, de start-up. Ça, c'est votre méthode. En fait, c'est l'innovation par le concret. Par le concret et par l'expérimentation. C'est-à-dire que vous savez, aujourd'hui, près de 80% des innovations sont des innovations urbaines. Le gros problème de l'innovateur, c'est qu'il a besoin de montrer que son innovation est utile, qu'elle marche et qu'elle est économiquement viable. Voilà, et donc ces trois choses passent par la preuve du concept, ce qu'on appelle dans le jargon la preuve du concept. Et nous proposons le territoire parisien pour faire la preuve du concept, et ça je peux vous dire que non seulement ça plaît aux innovateurs franciliens, mais ça commence à intéresser des innovateurs français et internationaux. Dans le mobilier urbain, ça c'est un exemple. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Oui, bien sûr. On a lancé avec l'Institut de la Vision un projet qui s'appelle Paname et qui permet d'expérimenter des services et des dispositifs pour les malvoyants. Alors donc là, on a découpé un morceau du territoire parisien, entre l'hôpital des 15-20 et la place de la Bastille. Et là, on fait des expérimentations pour améliorer la vie quotidienne dans l'espace public des malvoyants. On a un projet avec l'hôpital Charles-Foix d'appel à projet pour le maintien à domicile des personnes dépendantes. Et là aussi, pareil, on va prendre entre 100 et 200 foyers pour pouvoir voir quelles sont les technologies qui permettent d'améliorer la vie quotidienne des gens qui sont dépendants mais qui veulent rester chez eux. Et si un de ces projets marche, en fait, vous dites on va le promouvoir, on va passer des appels d'offres plus importants. Exactement. D'abord, pour le porteur du projet, le simple fait d'avoir comme vitrine Paris, comme vous le savez, on a vu ce que ça donnait sur Vélib, ça n'est déjà pas rien. Mais effectivement, on peut imaginer, et d'ailleurs ça se fera pendant la mandature vraisemblablement, que de l'expérimentation à l'appel d'offres proprement dit, eh bien, il se passe 1 an ou 2 ans et que voilà, une innovation vraiment intéressante pour la ville qui a été expérimentée, on peut commencer à la déployer dans l'ensemble de la ville. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le levier de la commande publique, c'est-à-dire que grosso modo, les PME innovantes, elles sont quand même un peu malheureuses quand elles sont face à des appels d'offres aussi bien de l'État que de la région que de la ville. Elles sont écrasées par des gros concurrents. Voilà, exactement. Et là, on crée les conditions pour qu'elles puissent émerger et qu'elles puissent permettre de faire respirer les jeunes pousses, en fait. Exactement. Dégager les feuilles des vieux arbres. C'est une excellente métaphore, la respiration des jeunes pousses. Bon, on voit comment vous essayez d'irriguer finalement et d'encourager l'innovation des PME. Paris qui est un territoire finalement qui attire pas mal ces PME innovantes. Comment est-ce que justement, au-delà, vous créez ce terreau favorable? Parce qu'il faut les arroser, il faut aérer la terre. Vous avez une politique assez dynamique là, dans ce domaine en termes de création de pépinières, d'espace 100 000 m², je crois. 100 000 m², voilà. Et donc, mais il y a le quantitatif, c'est-à-dire le nombre de mètres carrés, parce que vous savez qu'à Paris, ce qui est compliqué, c'est de trouver des mètres carrés à un prix raisonnable. Mais il y a aussi le qualitatif, c'est-à-dire l'accompagnement. Et donc là, maintenant, on commence à avoir un véritable savoir-faire en matière d'accompagnement des jeunes entreprises innovantes. On a des incubateurs thématiques, on a des incubateurs généralistes, on distingue entre l'incubateur adossé à l'université et l'incubateur qui s'adresse directement à des innovateurs plus sociaux, économie sociale et solidaire. Et donc c'est l'ensemble, c'est cette diversité de l'innovation que nous essayons de maintenir en vie et en équilibre dans cette ville. Et puis nous avons monté avec Oseo un fonds qui s'appelle Paris Innovation
amorçage et qui permet aux jeunes entreprises innovantes d'aller trouver de l'argent là où c'est le plus difficile à trouver, c'est-à-dire au moment du pré-projet ou du projet. 30 000 € en subvention, donc on ne touche pas à la ligne, je dirais, du capital de l'entreprise, jusqu'à 100 000 € en avance remboursable. Donc je dirais aujourd'hui nous avons un dispositif qui est parmi un des meilleurs d'Europe en matière d'accompagnement de l'idée, du projet, de l'entrepreneur et de la jeune entreprise innovante. Ça vous semble important que la puissance publique accompagne l'innovation privée? On voit des systèmes différents, hein. On pense souvent aux États-Unis où c'est plus en effet une matière privée avec beaucoup de capitaux risqueurs. Alors je suis désolé de vous contredire, mais la puissance publique aux États-Unis, ça se voit moins, soutient énormément la création de jeunes pousses. Vous avez le Small Business Act, vous avez les incubateurs d'universités, et de ce point. Et vous dites que c'est indispensable en fait. Ah ben, écoutez, il y a des études, alors là, mondiales, qui montrent que les entreprises qui sont créées par des soutiens à la fois publics et privés, c'est-à-dire du financement privé du type capital risque et du financement public du type aide à l'innovation, ont des parcours qui sont meilleurs que les autres. Je vais vous citer un seul exemple, qui est un exemple canadien, qui est le BlackBerry, c'est-à-dire Research in Motion, qui est une boîte qui a été financée à l'origine par de l'argent public. D'accord. Donc vous dites qu'il en faut davantage finalement, il faut qu'on continue dans cette direction? Absolument. Je pense que la combinaison de ce qui existe au niveau national, je pense notamment au crédit d'impôt recherche ou au statut de jeune entreprise innovante qui malheureusement a été massacré dans la dernière loi de finances, mais c'est un autre sujet, et du soutien au niveau local, région et ville. En tout cas, dans un endroit comme Paris qui combine les talents. Si vous voulez, ce qui est important quand vous êtes une jeune entreprise innovante, c'est d'être dans un endroit où vous allez pouvoir aller chercher des talents à l'extérieur de vous-même, parce que vous-même, vous êtes extrêmement petit et donc vous avez besoin de trouver dans l'écosystème de l'innovation toute une série de soutiens. Et c'est cet écosystème de l'innovation que nous essayons d'organiser. Le rôle d'une collectivité publique n'est certainement pas de se mêler de création d'entreprises, de création de valeur, d'investissement à l'intérieur de ces entreprises, etc. En revanche, son boulot, c'est de faire en sorte que l'attractivité économique et scientifique de la ville soit suffisamment puissante pour que les gens aient envie de créer leur entreprise à cet endroit-là et pas ailleurs. Créer de la richesse et des emplois. Absolument, et bien évidemment. Bien-être pour l'ensemble des concitoyens. L'objectif est double, si vous voulez. Il y a un objectif de création d'emplois économiques, donc, mais il y a aussi un objectif culturel. C'est-à-dire qu'une ville vivante, justement, le contraire d'une ville musée, même si Paris a parmi les plus beaux musées du monde, c'est une ville où on continue à créer, où les artistes rencontrent les entrepreneurs rencontrent les scientifiques, etc. etc. Et c'est ça qui fait le phénomène, justement, de condensation de l'innovation. C'est parce que des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, qui parfois s'ignorent, vont se rencontrer. Par exemple, hier, j'étais au Salon du Livre pour lancer le labo de l'édition. Qu'est-ce que c'est que le labo de l'édition? C'est un lieu qui est à la fois un lieu de rencontre pour les auteurs, les jeunes éditeurs indépendants et aussi les jeunes entreprises qui travaillent dans les technologies numériques, qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble et qui vont devoir travailler ensemble. Parce que le futur du livre, c'est le livre numérique. C'est en frottant les silex que naissent des étincelles. Exactement, on le sait très très bien, c'est comme ça que ça se passe. Alors la métaphore de la machine à café est devenue une espèce de tarte à la crème, mais par contre, ce qui est moins une tarte à la crème, c'est de dire que quand un artiste rencontre un scientifique de sciences dures ou un entrepreneur, il peut se passer quelque chose. C'est ça votre vision, votre philosophie de l'innovation pour irriguer le territoire? Absolument. Dernière question, vous êtes à mi-mandat, vous nous le rappeliez presque. Oui. Une fierté déjà, à mi-parcours. Qu'est-ce que, si vous devez en citer une, en termes d'innovation? Je crois que le laboratoire Paris Région Innovation est une réussite. On le verra peut-être davantage dans quelques années, mais on a créé un outil qui est vraiment un outil tout à fait particulier. Quand je suis arrivé ici, alors c'est peut-être mon côté secteur privé, j'avais qu'une seule idée en tête, c'est de ne pas créer un guichet de subventions supplémentaires. Et donc on a essayé de créer une structure qui est vraiment une structure qui permet d'offrir le territoire parisien aux jeunes entreprises et aux moins jeunes pour pouvoir expérimenter. Et de ce point de vue-là, je dirais que le lab est vraiment parfait.
parfaitement dans les clous par rapport à ce programme. Il est en train de devenir un point de passage obligé pour toute entreprise innovante à Paris. Son site internet? Son site internet, c'est innovcity.com. Et c'est un site très intéressant en français et en anglais qui permet de faire un benchmark de tout ce qui se fait en matière d'innovation urbaine à travers la planète. Merci Jean-Louis Mussica. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Why do you